va enchaîner avec la quatrième story, CIO ou DSI, avec mon cher, et comme il aime bien le mot brillantissime, Hassan Sharaf. Merci beaucoup, Floor is Khadija. yours. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, à la fois à l'échelle nationale et aussi pour cette version, cette 6e édition des Assises. Alors, tu as terminé avec une belle note émotionnelle et je ne peux pas m'empêcher de dire qu'ils sont tellement bons et beaux dans ce qu'ils font que dès lors qu'un ordinateur ou une application les voit, elle commence déjà par sourire. Et je pense qu'il n'y a pas de virus chez vous parce qu'un virus, quand il vous voit, il se dit « Waouh !» Faites attention, ils sont là, les bons, les meilleurs IT managers et transformers. Alors, on va enchaîner, puisqu'on était tout à l'heure dans le monde de l'assurance, on est passé justement par le monde de l'aviation, et on va enchaîner avec quelque chose qui fera certainement plaisir, c'est le monde de la banque. Et on a le plaisir de recevoir le directeur des systèmes d'information du groupe Attijari, sous vos applaudissements, Hicham Ziadi, s'il vous plaît. Ça marche? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il faut attendre jusqu'à ce que la musique s'arrête. Comme ça, on va créer une mélodie. C'est Hicham Marhababik dans cette 3e CIO Story. Je sais que tu es le directeur des systèmes d'information du groupe Attijari. Et la transformation digitale, certainement, qu'il a eu une histoire au sein du groupe. Si tu peux partager avec nous à la fois cette transformation, ses défis, sa genèse, comment il a été conçu, pensé et mis en œuvre. Merci, c'est Hassan. Avant tout, je tiens à remercier l'audience qui est présente en force aujourd'hui. Je pense qu'elle est très représentative de l'écosystème qui œuvre et qui supporte l'ambition digitale du Maroc. Également un mot pour mon prédécesseur. Franchement, il était très inspirant. Ça va être compliqué de faire mieux, je pense. D'ailleurs, je lui envoie un petit message. Invitez-moi à votre prochain SIGREF pour que je recrute quelques Français qui veulent un peu changer la grisaille. Ça doit aller dans les deux sens. Ouais. Donc la transformation digitale de la banque, c'est pas quelque chose qui date de 2 ou 3 ans, c'est une longue histoire. Et on peut la caractériser en 3 étapes. Okay. Première étape, une étape, disons, d'échauffement et d'exploration. Une deuxième étape que j'appellerais de révolution. Et puis une troisième étape de scale-up. Okay. Alors la première étape d'amorçage a démarré vers le 2012-2013. Donc c'était un projet tout à fait classique de banque. À l'époque, on ne parlait pas de digital, on parlait de banque multicanale ou de banque à distance. Donc c'était un projet comme un autre où il fallait rénover les frontaux digitaux de la banque, mettre une touche de mobile, mettre des choses un peu plus propres et un peu plus industrialisées que ce qu'il y avait auparavant. Donc c'était une étape, disons, où on découvrait un peu les méthodes agiles. Il faut dire aussi que les banques, il y a beaucoup de legacy, donc c'était aussi l'arrivée de toute la partie nouvelles technologies, Java J2E, etc. C'est ça. Les méthodes agiles, comme j'ai dit, il y avait 1, 2, maximum 3 squads qui collaboraient pour construire ces solutions digitales. Et en termes d'adoption, on était dans les 10% de transactions qui transitaient par le canal digital à l'époque. Et même la note, et c'est quelque chose que nous regardons de très près et quasiment tous les jours, de l'application, on était dans les 3 à 9, maximum 4 sur 5 quand on regardait les stores. Donc, passé cette phase, disons, d'échauffement, 2016, il y a un nouveau plan stratégique qui est lancé, un nouveau schéma directeur qui est lancé. Et là, il y a une nouvelle dynamique qui est instaurée et qui est portée par le président lui-même dans une initiative de transformation. Okay. Donc, pourquoi je l'appelle révolution? Parce que tout simplement, on a fait une véritable rupture à plusieurs niveaux. Alors, le premier, d'abord, c'est l'approche produit. Jusqu'à là, et d'ailleurs, comme tout l'écosystème de l'époque, c'était un peu la course à la fonctionnalité. Celui qui va délivrer
et affiché dans la presse, comme quoi il a fait telle ou telle fonctionnalité, et tout le monde, excusez-moi le terme, s'en foutait de est-ce que la fonctionnalité était consommée ou pas par les utilisateurs. Alors ça, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire dans le digital. Donc déjà, il y a eu une prise de conscience, comment ça se fait qu'on ait investi autant pour 10% seulement de flux transactionnels qui transitent par le canal digital. Donc là, c'est toute une nouvelle approche en termes de build, en termes d'approche métier de ce qu'on délivre. Et là, on est passé de 10 à 60% en termes de flux transactionnels en quelques années. Voilà. Donc ça, c'est la première, disons, la première révolution, parce qu'il y a une prise de conscience que le digital, c'est d'abord le business, avant que ce soit la technologie. Exact. Deuxième révolution, c'est que une fois on a fait la façade, donc toute l'application mobile, les portails, etc., on sait que derrière, on a un legacy et technologique et de process. Et donc, partant de ce constat, la banque a engagé un plan de transformation tout court. Je ne parle pas de transformation digitale, mais de transformation tout court de sa banque de détail. Et donc, il y a eu un gros programme qu'on appelle le nouveau modèle relationnel, qui a consisté à transformer la force commerciale qui fait face aux clients. C'était en quelle année, Hicham? Donc ça, c'est 2016. Okay. Donc c'est ce que j'appelle la révolution, c'est 2016 jusqu'à 2020-2021, okay. Avec une parenthèse Covid que je vais essayer de décrire. Donc, un grand plan de transformation, comme je dis, des métiers eux-mêmes, qui se remettent en question leur façon d'adresser le client. Et bien sûr, il en a découlé un certain nombre de chantiers IT qui ont touché cette fois-ci la profondeur du système d'information. Et donc, ce n'est que boucler la boucle quelque part. C'est-à-dire, on a une belle façade, OK, mais derrière, il faut que ça compile bien avec tout ce qui est process et tout ce qui est... D'ailleurs, dorénavant, on parle de parcours et non plus seulement de process. Le process. Et donc, pour pouvoir faire ça, il y a une autre révolution qui a vu le jour chez nous, c'est toute la méthode agile. Je sais que c'est un thème qui a été abordé et abordé, et c'est toujours magique hein, quand on décrit ce que ça permet de faire, surtout quand on le fait correctement. Mais en tout cas, de notre côté, on est passé de 2 squads à peu près 15 squads. Et pourquoi cette phase en particulier est une révolution? Parce que le métier a compris que c'était efficace. Et donc, de lui-même, il a commencé à plébisciter l'IT pour venir s'installer chez l'IT, pour travailler main dans la main, pour construire cette fois-ci des parcours, comme je disais, et non plus juste des fonctionnalités. Troisième révolution, c'est la technologie. Alors, pour pouvoir faire tout ça, en première phase, on a fait un peu de Java J2E. Très bien, donc on a un peu modernisé le SI. 2016, donc, comme je disais, il y a le schéma directeur, se poser des questions. Alors, quelle refonte on va faire de notre SI? Et il y avait plusieurs options, de la moins audacieuse à la plus audacieuse. Et sans surprise, on a pris la plus audacieuse. Alors, audacieuse, aujourd'hui, quand je vais décrire quelques technologies, ça peut paraître banal, hein, microservices, data lake, etc., etc. Mais à l'époque, 2016, c'était seulement les géants du digital et quelques banques très avancées qui osaient aller implémenter ce type de choses. Donc, il y a eu quelques tractations au début, on a tranché et on a adopté ces technologies, avec bien sûr tout le risque que ça comporte, parce qu'on peut nous engager dedans et être soit dans une mauvaise implémentation, soit ne pas trouver les ressources. Enfin, il y avait plein de risques qu'on a voulu prendre volontiers et ça s'est avéré payant. Donc, je dirais cette phase, disons, révolution. Révolution, jusqu'à quelle... Alors, on peut dire jusqu'à 2021-2022, mais il y a eu la fameuse parenthèse Covid. Oui. Donc, qui est arrivée, c'est plus qu'une parenthèse, on va dire, c'était un changement de priorité. C'était un chapitre, voilà, qui s'est rajouté de lui-même et qui nous a fait d'ailleurs beaucoup de bien, parce qu'il y a des sujets qui étaient dans les cartons depuis plus que 10 ans, qui ne voulaient pas voir le jour. Et tout ce qui était télétravail, par exemple, avant le Covid, on discutait encore, est-ce qu'on autorisait un administrateur système à se connecter des fois le week-end pour ne pas l'obliger à se déplacer? Et on passe de ça à tout le monde sur le télétravail, etc. Donc ça nous a fait beaucoup de bien.
Le côté réglementaire aussi, ça s'est beaucoup assoupli. L'entrée en relation full digital n'aurait jamais été possible maintenant s'il n'y avait pas le Covid, parce qu'il y avait plein de considérations réglementaires. Donc ça nous a permis vraiment de faire des pas de géant sur ces aspects. Voilà, donc ça c'est la phase de, disons... Des vraies révolutions jusqu'à 2021. Alors, en 2022, il y a une phase de projection. Comment vous l'imaginez, cette transformation 2022? Aujourd'hui, je vais décrire brièvement, effectivement, nous en sommes aujourd'hui, ce qu'on compte faire. C'est ça. Il y a un aspect que j'ai oublié de décrire en filigrane, c'est tout le côté APIisation du SI. Première étape, on était dans entre 50 et 100 endpoints exposés en mode API. Deuxième phase, jusqu'à 2019-2020, on était dans les 600 à 800 endpoints. Aujourd'hui, on est à peu près 1500 endpoints. Okay. Et c'est quelque chose qui est KPIisé, qui est suivi même au niveau disons, de la direction générale. On rend compte sur le niveau d'APIisation de notre système d'information. En termes de squad, on est à 35 squads aujourd'hui. Donc, prospectivement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on lance un nouveau plan stratégique banque qui s'appelle Ambition 2025, toujours en parallèle d'un schéma directeur pour que les choses aillent en parallèle. En parallèle, tout à fait. C'est vrai qu'avec les crises qui se sont succédées, il est difficile de se projeter d'une façon certaine sur une feuille de route, etc. Mais on sait qu'il y a un certain nombre de constantes. Et là, on peut parler d'enablers. C'est-à-dire, au lieu de dire « je vais faire tel et tel parcours », oui, je vais le faire, mais surtout, je tiens à construire en même temps un enabler réutilisable en cas de surprise. Et on sait que parmi ces enablers, on peut parler d'APIisation. Donc, on va continuer à APIiser encore davantage jusqu'à arriver, on ne va jamais arriver à 100%, ça serait illusoire de le dire ou de le croire, mais en tout cas d'APIiser le maximum de ce qu'on peut APIiser. C'est ça. Il y a tout ce qui est cloud donc le mouvement Go to Cloud et tout ce qui est DevSecOps. Alors tout ça pourquoi d'un point de vue business, on sent que c'est le moment des écosystèmes. Aujourd'hui, la banque opérait un peu dans son coin, et d'ailleurs c'est valable pour tous les business, et un peu révolue. Aujourd'hui, c'est l'ère des écosystèmes, de ce qu'on appelle dans la banque l'open banking, et ce n'est que grâce à ces trois piliers, donc la partie donc APIisation, cloud, et je ne vais pas parler de la data, qu'on peut vraiment relever ce type de défi pour le futur. Exactement. Alors, moi, ça m'amène à, quand tu parlais d'écosystème, Tijari Wafabank n'est pas qu'au Maroc, il est aussi en Afrique, et donc il y a certainement une dimension que vous gérez. Comment que c'est envisagé, comment que cette transformation digitale aussi intègre la diversité des pays dans lesquels Tijari existe? Merci pour la question. Avant de parler, je vois donc c'est la dimension africaine, mais d'abord au Maroc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les équipes qui travaillent sur ces transformations, donc entre l'IT, équipe de transformation, data, innovation, organisation, si je compte les internes et les externes, on est à peu près 800 personnes qui travaillent sur ces sujets. Okay. Et donc, bien évidemment, pour pouvoir le faire sans cacophonie, parce que le digital, c'est bien beau, mais le grand risque et le grand problème, c'est la cacophonie que ça crée. C'est tellement sexy que tout le monde se revendique le porteur du digital dans l'organisation. Et si on ne met pas des mécanismes de synchronisation et de complémentarité efficaces pour aligner tout le monde, je veux dire 800 personnes ou 10 000 personnes, ça donnera le même résultat, à savoir un résultat nul. Exact. Et donc, là, je reviens, excusez-moi, encore sur l'agile. Disons, la clé, c'est la notion de squad. C'est-à-dire, au lieu de dire, je lance un projet, on dit, on lance une squad. Bon, la différence, c'est qu'une squad, il y a une communauté de destin, quelque part, de l'équipe qui bosse sur le sujet. C'est une équipe qui est permanente, pas juste une équipe à qui on donne une mission dans le temps, et puis elle rend les clés. Et donc ça a été clé pour la réussite de synchronisation de ces équipes. Bien sûr, ces squads sont organisés en tribus qui elles-mêmes, chacune, adressent à un métier, etc., etc. Maintenant, sur la question effectivement de l'Afrique,
Et donc pendant la phase révolution, donc, le groupe a créé une filiale qui s'appelle IT Africa, dont la mission justement c'est de scaler le modèle Maroc à l'échelle de toutes les filiales. Ok. Et c'est disons, c'est un ensemble d'interactions un peu dans les deux sens. On leur fournit les enablers, l'infrastructure. Ils nous aident également énormément pour tout ce qui est recrutement dans nos pays de présence. Donc, il y a un véritable flux de Dans les talents. deux sens. Exactement, de talents entre IT Africa et disons le siège. De Vivier. Alors, de la même manière que j'ai posé la question alors à Yassine Moudettir sur quand on accompagne tout ça, je sais que tu es là depuis pratiquement plusieurs années chez Groupe Attijari, mais depuis 2013, 2016, 2019, la phase Covid, 2022 et les plans de projection, c'est quelque chose qui aujourd'hui a suffisamment maturé pour qu'on puisse dire quels sont, selon Hicham Ziadi, les clés justement les facteurs de succès pour qu'une transformation digitale puisse réussir dans le temps, avec les ressources qu'il faut et avec la performance attendue. J'ai bien aimé une allusion à forme olympique de mon prédécesseur, et je dirais que le digital, c'est comme les sports de haut niveau, ça ne supporte pas disons, de faire les choses à moitié. Donc il faut soit être au top de sa forme, soit il ne faut pas prétendre faire dans ce sport. Exactement, exactement. Et donc, pour moi, je les résumerai en 3-4 valeurs. La première, c'est le leadership. Alors, le leadership, dans quel sens? Quand on fait du sport de haut niveau, ben, on regarde les champions mondiaux et on essaye au moins de les imiter au début pour pouvoir les dépasser peut-être un jour. Mais en tout cas, c'est la véritable source d'inspiration. Et donc, dans le digital, c'est pareil. Hein, il ne faut pas limiter son horizon à sa localité, à son pays. Il faut regarder ce que font les grands et essayer de faire pareil. Donc c'est le leadership. Et tout le monde doit avoir ce mindset dans les équipes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la culture de l'ingénierie. Ce que nous, on appelle hands-on. Tout le monde met la main à la pâte. Okay. Ça, c'est extrêmement important pour réussir dans ce domaine. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour maîtriser son patrimoine, le faire plus vite et moins cher, mais surtout, donner un terrain de jeu intéressant pour les talents. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours les aspects salaires, rémunération, mais on sait tous que ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. Mais disons, le véritable facteur de fidélisation, c'est dans quel écosystème j'évolue, quel est l'intérêt des projets que je gère, Absolument. Quelle technologie je fais, quel père je côtoie tous les jours. Et donc ça, nous, on l'a attaqué sous l'angle de la culture de l'ingénierie. C'est-à-dire, on dit, déjà dans nos choix technologiques, c'est une bonne part de in-house. Comme ça, on laisse un terrain de jeu intéressant pour nos ressources. Et surtout, on cherche l'excellence. Troisième chose. Leadership, ingénierie. Troisième. Humilité. Ça peut paraître paradoxal avec leadership, mais il faut équilibrer. C'est-à-dire, si on prend trop la grosse tête, très vite, on peut dire, moi, je suis le champion du digital, j'ai fini le travail. Or, c'est comme d'ailleurs les sports de haut niveau, c'est quelque chose où on est tout le temps sous tension. Dès qu'on se relâche, ben, on perd le leadership. Okay. Donc, et ça, c'est l'humilité qui le ramène. Il faut toujours dire, OK, j'ai quelque chose de bien fait, mais ça peut perdre de sa qualité et de son adoption à tout moment. Donc restons humbles. Et quatrième chose, et je termine là-dessus, c'est la passion. Sans passion, il n'y a pas d'excellence. Et pareil, dans nos valeurs qu'on véhicule tous les jours à nos collaborateurs, dans la façon avec laquelle on les recrute, on check qu'ils sont passionnés. Comment vous faites? Ça m'intéresse de la question. Ils sont tous passionnés. Je sais que ceux qui sont là, en tous les cas, ils sont patients et passionnés. Mais quand on recrute quelqu'un qui va travailler sur la diversité de ces sujets, passionné, c'est quoi? C'est au regard, au feeling, à la capacité de gérer des projets. C'est quelque chose qui aussi peut intéresser nos DSI ici présents. Je ne veux pas dire qu'on cherche les obsédés du sujet, mais presque. C'est-à-dire il faut que habité par le sujet, etc. Exactement. Okay. Ça fait les meilleurs collaborateurs, les meilleurs talents. Et quand on construit une masse critique de gens passionnés, bah, il y a tout un cercle vertueux qui s'installe.
et qui commence à être attractif de lui-même. Bien Donc sûr. ces 4 valeurs sont vraiment clés clés. dans la façon avec laquelle on mène nos sujets, dans la façon avec laquelle on fidélise, dans la façon avec laquelle on recrute. Et c'est quelque chose qui nous guide tout au long de notre aventure de transformation digitale et même au-delà. Alors ça, c'est pour réussir la transformation digitale. 3 mots qui, pour toi, symbolisent les assises de l'OSIM 2022. Comment tu les as vécues, senties? Est-ce qu'il y a lieu de partager aussi comme dernier message à la communauté OSIM? Bon, allez, je vais les improviser. Cette question n'était pas préparée. Hein. Oui, C'est- bien sûr. Ça, c'est les questions pièges. Moi, je pense richesse, Oui. richesse, inspiration et espoir. Voilà, donc sur le mot espoir, richesse et inspiration, on remercie vivement et chaleureusement Hicham Ziadi pour ton message. Merci beaucoup, Hicham. Merci. Et,